Dans leur vertigineuse plongée de la cordillère des Andes vers l'océan Pacifique, les vallées du nord du Chili abritent de fragiles oasis au cœur d'un environnement extrême. Dans ces hautes vallées arides, après le passage des conquistadors espagnols venus chercher de l'or, les premiers ceps de vignes sont apparus il y a presque 5 siècles. Depuis, la culture du raisin n'a jamais cessé sa conquête. Nichée aux confins des vallées, accrochée aux pentes abruptes des versants, elle s'est installée partout où c'était possible, entre mer et montagne, et jusqu'aux portes du désert d'Atacama. La vigne des vallées du nord du Chili s'épanouit sous les cieux parmi les plus purs au monde. Ici, les nuits sont exceptionnellement claires et sans nuages tout au long de l'année. Des conditions uniques pour le raisin, mais aussi pour les nombreux observatoires qui balisent les lignes de crête de ce paysage lunaire. Les Chiliens ont su tirer profit de cette folle géographie. Il leur aura fallu lutter contre les températures extrêmes, les vents secs du désert, les radiations solaires et savoir jouer avec l'altitude et les innombrables microclimats. En moins de 2 décennies, le Chili est devenu le 5e exportateur mondial de vin en développant de très vastes vignobles, principalement au sud de Santiago. Mais le vignoble chilien se déploie jusque dans ces vallées du nord qui partent de la côte jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude, là où les conditions géographiques et climatiques sont les plus extrêmes. C'est ici, aux confins de la cordillère et du désert, que les premières vignes du Chili sont apparues dans le sillage de la conquête du continent et des chercheurs d'or. C'est dans ces vallées que certains ont entrepris des démarches atypiques, loin des grandes productions du sud. Au bout de la vallée de l'Elqui, Juan Luis Huerta fait un vin qui possède le caractère puissant et tellurique de ses extrémités. Pour réaliser ce pari fou, il aura fallu planter la vigne encore plus loin, encore plus haut, à plus de 2300 mètres d'altitude, comme un défi au désert et aux montagnes, comme une reconquête. Quand on s'aventure sur ce chemin, on ne pense pas qu'on va trouver une vigne. On pourrait croire qu'on va plutôt vers une mine. Ce chemin, nous l'avons fait à coups de pelle et de pioche. C'était impossible d'arriver jusqu'ici avec une machine. On a fait ce chemin à la main. C'était un travail de titan, surtout dans une zone aussi aride, aussi sauvage, où l'eau est rare. Mais on a réussi malgré tout. Juan Luis Huerta se rend au fond de la vallée de l'Elqui, dans le domaine d'Alcohuas. Après la route, Juan Luis a construit de ses mains tout le système d'irrigation du vignoble en détournant les eaux des torrents. Il aura fallu 10 ans et planter plusieurs cépages pour voir lesquels pourraient le mieux s'adapter à des conditions aussi particulières. C'est aujourd'hui le vignoble le plus haut du Chili. C'est une reconquête. Ce terrain a été utilisé par nos ancêtres. On y semait du blé, de la luzerne pour le fourrage des bêtes. Ensuite, tout a été abandonné pendant très longtemps. Et maintenant, nous avons 5 hectares dans un lieu unique sur la planète. Et qui donne un raisin unique aussi. Dans cette zone de la vallée de l'Elqui, l'irradiation est forte. C'est pour ça qu'on a donné cette forme à la vigne. Regarde, ce bâton pointe exactement en direction du sommet de la montagne. Comme ça, dans la journée, les feuilles protègent les grappes. Et ensuite, le soleil passe derrière la montagne et le raisin est protégé du matin jusqu'au soir. On a un climat extrême. Il fait très chaud et ensuite, dès que le soleil se couche, il fait très froid. Le cépage et le fruit se sont habitués.
Et même chaque grain s'est adapté. La peau est assez épaisse comparée à la peau d'un grain normal. Mais pour nous, c'est bien. Car la qualité de la peau est essentielle pour faire du bon vin. Je pense qu'en effet, on fait du bon vin. Le nom que l'on a choisi pour les vins, RHU, qui signifierait en langue indienne l'interface entre la terre et le ciel. C'est un passage entre l'humain et le divin. Et cela a un rapport avec le vin, car il nous transporte d'un état à un autre. Ça a donc à voir avec ce roux. Le nom du vin des hauteurs d'Alcohuaz garde ainsi les mémoires de la spiritualité des Indiens Diaguitas, natifs de la région. Ce sont pourtant les jésuites, venus évangéliser les populations locales dans le sillage des conquistadors, qui ont introduit les premières vignes au milieu du XVIe siècle pour produire du vin de Metz. À cette époque, la région colonisée est placée sous l'autorité du vice-royaume du Pérou. La présence de l'or et le potentiel agricole attirent rapidement les colons espagnols. Ils asservissent les populations indigènes dans les mines et les champs. Toutes les haciendas possèdent alors leurs vignes. Dans la vallée de l'Elqui, le vin sera ensuite supplanté par le pisco, un alcool fort issu de la distillation du vin. Le pisco peut en effet voyager plus facilement pour être distribué, en particulier aux mineurs, dans tout le royaume. Depuis le port de La Serena, capitale régionale fondée en 1544, les bateaux chargés de pisco et de métaux précieux partent vers toute la colonie et jusqu'au vice-royaume du Pérou. Aujourd'hui encore, la culture du raisin de la vallée de l'Elqui est consacrée surtout au pisco, devenu la boisson nationale du Chili. Los Nichos, fondée en 1868, est la plus ancienne fabrique artisanale de pisco encore en activité. Juan Luis dirigeait cette fabrique. Il rend aujourd'hui visite à son successeur et vieil ami Don Luis, porteur de l'histoire et de la mémoire du pisco de l'Elqui. Une des théories, c'est qu'on envoyait l'eau de vie en bateau d'ici jusqu'au port de Pisco, au Pérou. Ils ont pris cette eau de vie et ils l'ont appelée Pisco parce qu'elle arrivait au port de Pisco. C'est bien ça. C'est pour ça qu'on a commencé à l'appeler pisco. De là est née cette polémique qui dit que le pisco est chilien ou péruvien. Mais c'est une histoire commune, car l'eau de vie allait effectivement au Pérou. À qui il appartient, je ne sais pas. Le pisco appartient à celui qui le boit. Mais moi, je pense que le vin est en train de renaître. Oui, c'est nouveau. Avant, il n'y avait pas de vin qui sortait de cette région. Le vin qui se faisait était doux et le reste était distillé. C'est précisément au cœur de ce berceau de la vigne chilienne, à Monte Grande, que se trouve peut-être le secret de l'âme de la vallée de l'Elqui. Dans le village natal de la poétesse chilienne Gabriela Mistral. Juan Luis et sa femme Elia ont coutume de se rendre sur la tombe de la grande figure de l'Elqui, prix Nobel de littérature en 1945. Son ombre continue de hanter la vallée et les montagnes qu'elle a fait connaître au reste du monde. Toutes les personnes qui viennent ici ressentent la présence de Gabriela Mistral. Elle est née dans une famille humble du village.
Très jeune, elle est partie en ville pour étudier. Et ça montre qu'une femme du peuple peut s'en sortir et devenir prix Nobel. C'est une fierté pour la vallée, pour le Chili et pour toutes les personnes modestes qui vivent ici. Ses poèmes parlent de la montagne, de la pierre, du fleuve, des oiseaux. Chair pétrifiée de l'Amérique, à la lie de pierre éboulée. Rêve de pierre, notre rêve. Pierre du monde avec leurs pâtres, pierres qui se dressent d'un coup afin de s'unir à leurs âmes. Dans la vallée close d'Elqui, par pleine lune de fantômes, nous doutons. Sommes-nous des hommes ou bien des rochers en extase? Ultime vallée avant le désert d'Atacama, la vallée de Huasco abrite bien des trésors. 5 siècles après les conquistadors, l'or et le cuivre continuent d'attirer la convoitise des compagnies minières. Aux portes du désert, 3 sœurs ont décidé de reprendre une des premières exploitations viticoles du pays pour faire un vin biologique. Le cuivre présent dans le sous-sol possède des propriétés antiseptiques et protège naturellement la vigne des champignons et des bactéries. À la fonte des neiges, les crues de la rivière ont emporté le pont et noyé une partie du vignoble. Cette année, pour Sandra, Cecilia et Lady Perla, aller vendanger relève de l'exploit. Faire du vin dans le désert, c'est quelque chose d'unique. C'est un privilège. Et surtout d'être né ici. Et d'avoir donné naissance à cette vigne. Et de faire en sorte que les gens, quand ils goûtent le vin, ressentent la saveur du désert. En général, le désert est inhospitalier, ce n'est pas un lieu fertile. Mais en faisant du vin, tu réussis à le faire vivre. À travers un verre, tu réussis à faire parler le désert, à montrer sa beauté. Pour protéger le raisin de l'agressivité du soleil, les sœurs Ramirez utilisent une technique plutôt rare dans le nord du Chili, la vigne en pergola. Ces cèpes de muscat d'Autriche ou d'Alexandrie ont plus de 50 ans. Ils sont dédiés au Pajarrete, un vin doux qui avait presque disparu au profit du pisco et du raisin de table. Un vin dont les sœurs Ramirez retrouvent la recette oubliée venue des jésuites. C'est une des premières vallées dans laquelle on a fait du vin au Chili. Oui, c'est ça. Le premier vin chilien qui a été exporté en 1888 s'appelait Armidita. C'est notre domaine. C'est la seule vigne qui a les 2 dénominations d'origine chilienne. On fait du pisco et du vin de paille. C'est la seule vigne avec les 2 dénominations et elle est tenue par des femmes. Oui, et nous en sommes très fiers. Cette vallée est différente. On a des montagnes de couleurs. Jaune, violette, rose, terre cuite. Le désert parle beaucoup. Le désert est unique. Il y a de la magie dans ce désert. Sandra, Cecilia et Perla ont dû tout apprendre pour poursuivre l'activité vigneronne du domaine. Si leur mère faisait du vin, le père, lui, faisait du pisco. Il veille toujours sur chaque étape de la vinification. Liées par un serment indéfectible, les 3 sœurs ne se quittent jamais dans toutes les activités autour de la vigne et du vin. Quand nous tirons notre vin, il a une couleur d'or qui est très particulière. Pour nous, le vin, c'est un trésor. Il faut en prendre soin et le faire grandir.
Buvons aux vendanges. Buvons aux vendanges. Santé. Allez, santé. Dans le domaine d'Armidita, comme dans toute la vallée de Huasco, beaucoup d'histoires circulent alimentées par la présence de l'or. On raconte que sous la colline se cache un réseau de tunnels bouchés par un tremblement de terre ancien et qu'il abrite des trésors, peut-être même du vin du premier propriétaire des lieux. Nous, on croit que le vin est un trésor et il faut l'alimenter jour après jour. Notre tâche est aussi de protéger l'eau qui est rare dans cette région, la préserver de l'industrie minière. Pour nous, l'eau c'est la vigne, et la vigne c'est le vin, et le vin c'est la vie. Si la vallée de Huasco bénéficie d'un ciel immaculé toute l'année, la vallée de Limari, plus proche de la côte, connaît un phénomène climatique unique, la Camanchaca. La Camanchaca, qui signifie en langue des Indiens Aymara obscurité, est une brume côtière qui se glisse le matin, comme un tapis, par les embouchures des rivières. Elle se forme quand l'air froid de l'océan Pacifique entre en contact avec les terres semi-désertiques et chaudes de la bordure côtière. Chaque matin, le désert se voile d'un épais manteau de brume. Il apporte un peu de fraîcheur et d'humidité dans la vallée aride. Cette brume a créé ici un microclimat unique en son genre. Grâce à elle, la vigne a pu trouver une place inattendue sur une terre d'une extrême sécheresse. C'est là, au milieu des cactus, que le domaine de Tabali s'étend sur plusieurs centaines d'hectares. Christian Sepulveda en est le jeune œnologue. La Camanchaca rentre comme ça, par ici, et vers 11h au midi, ça dépend des jours, elle se retire vers la mer. Sans cette protection, la vigne serait brûlée par le soleil. Mais on ressent toujours la brise de l'océan Pacifique ici, ce qui nous rappelle que la mer est toute proche. Mais ces vignobles protègent aussi un secret récemment découvert. La vallée de l'Enchantement. Ici se cachent les traces des premiers Indiens moyés dont on ne sait encore que très peu de choses. Les vestiges d'une civilisation qui débute 3 siècles avant notre ère et jusqu'au 8e siècle. Une civilisation millénaire disparue bien avant l'arrivée des conquistadors et de la vigne. Dans la vallée de l'Enchantement, on peut rencontrer différents vestiges archéologiques. Ce sont des pétroglyphes en général. La plupart d'entre eux représentent des têtes portant des coiffes ou des sortes de masques. La vigne entoure tout ce site. Il n'y a pas de relation directe avec le vin, à part le fait qu'on se souvient que les Indiens étaient là avant nous et que nous devons respecter ces lieux. Je pense que c'est bien de relier la vigne et la vallée de l'Encanto avec des choses qui étaient là bien avant nous et qui donnent un sens très profond à ce lieu. Ce n'est pas seulement pour le vin d'ici, mais dans le monde entier, l'identification du lieu avec le produit. Il y a eu une évolution. On arrête de chercher l'identité des vins, leur singularité, à l'intérieur de la cave ou du processus de fabrication, même s'il faut bien le faire. On commence à chercher la singularité ici même, dans le terroir, dans des lieux extrêmes, dans des endroits qui ont des choses à dire. Je crois que la nouvelle génération d'œnologues va essayer d'aller dans cette voie. Les vignobles du Nouveau Monde ne cessent de se chercher une histoire, un lien avec ces contrées autrefois peuplées.
Mais avant l'arrivée des conquistadors, les Indiens ne connaissaient pas la vigne. Ils fabriquaient leurs boissons alcoolisées à partir de la fermentation du maïs et de la pomme de terre. Mais ils n'adopteront jamais le raisin. Avaient-ils pressenti qu'avec la vigne s'installerait une civilisation qui ne serait plus la leur ? Tout au fond de la vallée de l'Elqui, Juan Luis retrouve Marcelo Retamal, l'œnologue du domaine sur lequel il veille. Ils tentent à leur manière d'écrire le futur de la vigne chilienne tout en renouant avec une histoire ancienne. Finalement, tous ces projets extrêmes sont des placements à long terme. Ce n'est pas pour nous, nos enfants, mais pour ceux qui viennent derrière. L'objectif que j'avais en tête s'est accompli. Ce lieu est magique, puissant, brutal, abrupt. Et les vins aussi sont abrupts, verticaux, avec une couleur vive, comme ce ciel. Et c'est ce que nous recherchons. Mais aujourd'hui, notre nouvel objectif, c'est de reconquérir ce versant qui a été abandonné et y planter des cépages blancs. Ce raisin devra aller dans les jarres, dans les gvevri traditionnels qu'on a ramenés de Géorgie. Nous, au Chili, il y a 500 ans, on conservait le vin dans des jarres. La jarre ressemble au gvevri de Géorgie. La différence, c'est que c'est plat en dessous et qu'on la pose sur la terre. Mon idée était de faire un vin comme faisaient nos ancêtres au Chili. Et nous avions deux options. L'une était de faire venir la jarre du sud du Chili. La culture des jarres au Chili pour conserver le vin s'est perdue. L'autre option était le gvevri qui vient de Géorgie. C'est le lieu où est né le vin il y a 6000 ans. Il a la particularité d'être assez neutre. Rappelle-toi qu'on veut faire du vin sans lui rajouter d'autres goûts, mais qu'il soit neutre et qu'il respecte le terroir. C'est pour cela que nous avons amené ça. Le seul risque que je vois, qui est le même qu'avec les vignes qu'on a plantées ici, ce sont les tremblements de terre. Je ne sais pas comment ça va fonctionner au Chili parce que les jarres sont enterrées. J'ai l'impression qu'il ne devrait pas se passer grand-chose car en Géorgie aussi, ils ont des tremblements de terre. Ce vignoble tellurique, aux confins de la cordillère et du désert, s'expose aux cieux les plus purs au monde, là où rien ne vient s'interposer entre la vigne et les étoiles. Dans cette haute vallée de l'Elqui, à la nuit tombée, Juan Luis et sa femme reçoivent leurs amis pour une soirée particulière. Il s'agit d'observer les astres autour d'un verre de vin ou de pisco, comme pour célébrer cette proximité unique entre la terre et les étoiles, entre le vin et le divin. Ici, vous avez Pollux et là, Castor. Là, c'est la tête de Pollux, son corps, sa jambe, là, l'autre jambe, un bras et l'autre. Tu sais qu'on a un vin qui s'appelle Grus. La grue, c'est le nom d'une constellation. Mais la grue, c'est aussi un oiseau migrateur, un oiseau qui se transporte ailleurs. Et le vin aussi nous transporte d'un état à un autre. Quand on est triste ou content, on prend du vin et ça nous fait partir. Au fond de ces vallées secrètes, dans ce terroir de rêve, au plus près des étoiles, au plus près des légendes et des superstitions, c'est tout un imaginaire que le vin des hautes vallées du Chili réinvente. Le vin d'un nouveau monde.